Bon, l'univers émergent, c'est 80% d'Asie aujourd'hui, et puis le reste, c'est beaucoup d'Amérique latine, et puis le Moyen-Orient, justement. Aujourd'hui, la Chine est le plus gros pays, c'est un quart de l'indice. Sur 10 ans, le emerging market, le MSCI, est environ à 120%, comparé à l'Europe où tu es à 150, 160, et aux États-Unis où tu es à 250. Mais par contre, du coup, sur 2 ou 3 ans, je crois que c'est le marché qui performe le plus, même plus que les States hors devise, depuis 2024-2025. Grâce surtout à l'IA, parce que du coup, il y a les semi-conducteurs qui sont faits là-bas aussi. En Asie, il y a de la matière grise. Regardez les résultats aux Olympiades internationales de mathématiques, ils nous écrasent complètement. Nous, on envoie nos majors de Polytechnique et de Normal Sup. Ils se font écraser par des Chinois. Est-ce que c'est une source aussi de diversification sur la poche action? Donc, c'est la revanche de l'actif tangible, des gens qui fabriquent les choses. C'est la revanche des commodities aussi, le cuivre, le lithium, tout ça. C'est pour ça que l'Amérique latine cartonne aussi. Ils sont très très forts parce qu'ils sont autosuffisants. La Chine aujourd'hui, ils ont plus de la moitié de leurs exportations qui sont vers d'autres pays émergents. Ils sont plus dépendants des États-Unis. Quand Trump a dit on va flinguer l'économie chinoise avec des tarifs très élevés, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler des marchés émergents. Comment investir sur les marchés émergents? Et pour ça, je suis avec Axel Godet, notre expert financier maison du cabinet Bonnet Doyen Conseil, et Xavier Ovas de la société de gestion Carmignac pour discuter des marchés émergents. Déjà, on va commencer par te laisser te présenter, Xavier, avant de commencer le podcast. Très bien, bonjour Jérémy. Alors, moi, donc Xavier Ovas, je travaille chez Carmignac. Je gère Carmignac Émergent depuis 2015. J'ai rejoint Carmignac en 2008. Et donc, ça fait à peu près plus de 20 ans que je travaille sur les marchés émergents. Voilà, et je gère aussi un fonds patrimonial qui s'appelle Carmignac Emerging Market Patrimoine, ce qui me permet d'être en liaison permanente avec l'équipe Fixed Income de Carmignac, l'équipe obligataire, parce que vous savez que les émergents, c'est une histoire très, très obligataire aussi. C'est important de s'intéresser à la géopolitique, à l'inflation, aux élections, ces choses-là. Ce n'est pas que l'analyse financière, il y a aussi ces aspects-là. Voilà. Donc, je suis un spécialiste émergent. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas forcément toujours familier, qu'est-ce que c'est clairement un gérant de fonds? C'est quoi ton métier avant qu'on commence de parler des marchés émergents d'un point de vue général? Alors, Carmignac Émergent, donc c'est un fonds action émergent. On achète une quarantaine d'entreprises, à peu près, un petit peu moins. Le fonds est donc assez concentré. Et on investit dans les pays émergents. Voilà, uniquement dans les pays émergents. Donc, on n'achète pas les boîtes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie. On achète dans l'univers émergent. Ok. Bon, comment tu définirais, toi, de ton côté, les marchés émergents? Alors, nous, on utilise la définition de MSCI, qui est le plus grand fabricant d'indices boursiers du monde. MSCI émergents, ils ont une définition qui est assez discutable, c'est-à-dire qu'ils incluent certains pays, comme la Corée ou Taïwan, dont on peut très bien dire que ce sont des pays développés. Moi, je fais souvent la plaisanterie de dire que quand je vais en Corée aujourd'hui, le moment où j'ai l'impression de quitter un pays développé pour aller dans un pays émergent, c'est au voyage retour. Et c'est pareil en Chine, même quand on va à Shanghai, c'est un peu le sentiment qu'on a. Donc voilà. Mais bon, l'univers émergent, c'est 80% d'Asie aujourd'hui, c'est-à-dire Chine, Taïwan, Corée, Inde, les 4 plus gros pays, plus toute l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, etc., Thaïlande, Malaisie, voilà. Et puis le reste, c'est beaucoup d'Amérique latine, donc tout le Brésil, Mexique, etc., Colombie, machin. Et puis le Moyen-Orient, justement, Arabie Saoudite, qui est un gros pays, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et puis l'Afrique du Sud, la Turquie, voilà. Il n'y a plus la Russie qui est sortie des indices, évidemment, pour des raisons techniques. Donc c'est un univers, en fait, qui a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, le plus gros pays, c'était l'Afrique du Sud. Ok, donc les choses ont changé. Ça faisait 15% de l'indice. Okay. Et la Chine faisait 0% de l'indice. Okay. C'était pas dans l'indice, parce que c'était pas investissable. C'était considéré comme non investissable pour des raisons techniques. Et puis finalement, la Chine est rentrée et tout. Et puis aujourd'hui, la Chine est le plus gros pays, c'est un quart de l'indice. Okay. Et l'Afrique du Sud fait 2%. Comme quoi les choses ont clairement changé. Exactement. Sur les dernières décennies. De ton côté, Axel, quelle est de notre côté la réaction d'un client quand on parle des marchés émergents la plupart du temps? C'est assez marrant, ça rejoint un peu ce que dit Xavier, c'est que quand on parle d'émergents aux clients, et c'est assez logique, leur réaction, ils s'attendent à ce qu'on investisse sur des petits pays. Quand je dis petits pays, c'est pas les gros mastodontes, donc c'est peut-être l'Indonésie, c'est peut-être la Thaïlande, c'est peut-être des pays d'Afrique, c'est peut-être des pays d'Amérique du Sud. Et au final, quand tu leur dis effectivement que tu investis sur la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale, que tu investis sur Taïwan, qui est au final le boss des semi-conducteurs, qui fait tout le marché de l'IA aujourd'hui, sur la Corée du Sud, où c'est à peu près pareil, et au final, tu te rends compte que, comme le dit Xavier, la définition du MSCI, elle
elle n'est pas pertinente aujourd'hui, parce que je préfère effectivement investir sur la Chine ou Taïwan que sur la Grèce ou l'Espagne, même si j'ai rien contre ces pays-là. Donc c'est vrai que quand tu as beaucoup d'a priori sur cette classe d'actifs, tu dis bon voilà, je vais investir sur des pays pas forcément développés, ça fait pas rêver. Mais quand tu regardes à l'intérieur, ça fait plus rêver. Ouais, donc à chaque fois, on doit rentrer dans le détail avec nos clients. Ouais, et en fait, maintenant, du coup, ça se fait de plus en plus. Il y a de nouveaux fonds ou ETF qui vont faire des supports émergents et du coup, qui ne vont pas prendre la définition du MSCI et qui vont investir. Ils vont exclure la Chine, Taïwan et la Corée. Je crois que l'Inde, elle est encore maintenue, qui représente du coup les 3 premières. Je crois que c'est 26 la Chine, 25, 24 Taïwan et à peu près 20 la Corée. Du coup, qui vont exclure ces pays-là pour être investis vraiment sur les pays émergents, donc les plus petits pays d'Asie, les plus petits pays en Afrique et en Amérique du Sud aussi. Ouais, on exclut les pays développés des pays émergents, en gros. Voilà, c'est ça. Donc la définition est à revoir, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, ça fait parmi les plus grosses puissances mondiales qui sont dans ces marchés émergents. Ok. Si tu peux nous donner, on sait que les auditeurs qui nous écoutent adorent les chiffres de la donnée. Est-ce que normalement, tu as prévu ça? Les chiffres, de la data, donne-moi un peu de la performance. Alors, ça bouge beaucoup en ce moment, mais on va dire sur 10 ans, le emerging market, le MSCI, est environ à 120%, comparé à l'Europe où tu es à 150, 160, et aux États-Unis où tu es à 250 sur 10 ans. Donc c'est vrai que 120%, c'est une très belle performance. Moi, je signe si tu me dis que je fais des 120% tous les 10 ans. Mais c'est quand même en retrait par rapport à la performance du marché européen, notamment américain, où de toute façon, sur 10 ans, tout a été drivé par la tech, on ne va pas se mentir. Il y a différentes composantes dans la performance, où si tu regardes, comme l'a dit Xavier, tu avais la Chine qui a un peu fait des dents de scie. Si tu regardes entre 2018 et 2023, je crois que le Hang Seng, il fait moins 50. Donc si tu investis en 2018, c'est pas de chance. D'un autre, 2024, 2025, ça remonte plutôt bien. Du côté de Taïwan, tu as fait x3 en 10 ans. L'Inde, tu as fait x2. Même si l'Inde, ça a réduit depuis 2 ans. Donc, en fait, tu as différents pays qui font que c'est pour ça que la proportion, elle a beaucoup changé. Je crois que la Chine, c'était peut-être 30-35% il y a quelques années sur l'indice. Donc, c'est un peu diminué au profit d'autres pays. Donc, c'est un peu une performance en dents de scie où tu as un seul pays qui peut te plomber ta perf ou un autre qui peut te la pumper d'un coup, comme par exemple la Corée du Sud qui fait 150%, je crois, en un an. Donc, la performance, effectivement, sur 10 ans, elle n'est pas incroyable par rapport aux autres indices. Là où, du coup, tu es plutôt à 20% par an sur la partie américaine, 15-20%. Mais par contre, du coup, sur 2 ou 3 ans, je crois que c'est le marché qui performe le plus, même plus que les States hors devise depuis 2024-2025, notamment grâce à Taïwan et grâce à la Corée du Sud, mais du coup, grâce surtout à l'IA, parce que du coup, il y a les semi-conducteurs qui sont faits là-bas aussi. Et on rappelle également à tous ceux qui nous écoutent que les performances passées ne présagent jamais des performances futures. On le sait, c'est important de le rappeler aux personnes qui sont là. Juste une remarque pour rebondir sur ce que disait Axel. La Chine, depuis 30 ans, c'est la plus belle histoire économique du monde émergent et c'est le pire marché action du monde. C'est fou. Donc il y a une vraie contradiction qui est liée à une chose importante, c'est que en fait, il y a une blague d'ailleurs dans le monde émergent, on dit « When China enters the room, profit leaves the room ». Dès que la Chine rentre dans la pièce, le profit s'en va. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de compétition en Chine. Donc, quand une boîte fabrique un truc, que ça marche bien, derrière, vous en avez 10 autres qui font la même chose. Donc on l'a vu, et récemment, la période dont tu parlais, 2018-2023, il y a le e-commerce qui s'est lancé avec Alibaba, qui avait un monopole, qui faisait quasiment $1 trillion. C'était la 4e plus grosse market cap du monde. Derrière, il y a eu Pinduoduo, JD.com, Douyin, le TikTok chinois qui a fait du e-commerce. Tencent s'est mis à faire du e-commerce. Et aujourd'hui, les marges ont beaucoup baissé. Voilà. L'autre exemple, c'est la voiture électrique. BYD était parti pour être le plus gros producteur automobile du monde. Et puis, il y a eu Xiaomi qui fabriquait des téléphones portables, c'est-à-dire à faire des bagnoles. Et il y a 120 constructeurs automobiles. Donc, chaque région subventionne son champion local. Du coup, il y a trop de compétition. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a une réforme très importante qui est arrivée en Chine il y a depuis 1 an et demi, ils appellent ça anti-involution, c'est-à-dire ils vont fermer les surcapacités. Il y a des surcapacités trop importantes en Chine qui créent de la déflation. Alors c'est pour ça qu'ils ont dézingué l'industrie française dans le monde occidental, ils ont dézingué pas mal les Japonais, les Américains, et ils se sont dézingués aussi entre Chinois. C'est ça le truc, c'est pour ça que le marché... Et donc du coup, maintenant, il y a une vraie volonté d'avoir du profit des entreprises et d'avoir une baisse des surcapacités. Et je rappelle que Xi Jinping, dans un des politbureaux, a parlé de l'indice action chinois en disant « Je souhaite que l'indice action chinois ait de bonnes performances ». C'est-à-dire que maintenant, dans les KPIs de la Chine, il y a le marché action. Donc, vous voyez, ils ont compris un peu le problème. Ils ont changé un peu de mentalité là-dessus. Exactement. Et quels sont aujourd'hui les moteurs de croissance du marché émergent aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va faire que ça peut encore continuer à croître et continuer à grandir ? Alors, il y a déjà ce dont parlait Axel
à l'instant, à savoir l'intelligence artificielle. Les gens ne parlent plus que de l'intelligence artificielle. Tout le monde veut investir dans l'intelligence artificielle. Tout le monde comprend que c'est une révolution industrielle. Je crois qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui en doute. Nous, chez Carmignac, on en est convaincus depuis très longtemps. Édouard Carmignac en parlait déjà il y a 4 ans, avant même que les médias commencent et le grand public commence à s'y intéresser. Et l'intelligence artificielle, au départ, les gens se sont dit c'est comme la révolution Internet, il suffit d'acheter les 4 grosses boîtes américaines et puis hop, voilà, on va jouer au golf et on n'a rien à faire. C'est comme ça que ça va marcher. Sauf qu'en fait, c'est pas sûr du tout. Alors, il y a effectivement les Nvidia et compagnie qui sont très bien. On aura les IPO de Anthropic et tout, et OpenAI. Mais le problème, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la revanche des actifs tangibles sur les actifs un peu intellectuels. C'est pour ça que les softwares se font... Col bleu contre col blanc. Exactement, c'est la revanche du plombier contre le médecin, contre le radiologue. Le plombier, il n'est pas du tout inquiété par la révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Ma cousine Germaine, qui est radiologue, elle a conscience que bientôt les intelligences artificielles pourront faire son métier. Oui. Mais c'est aussi la revanche de la production technique, en fait, sur la réflexion. C'est-à-dire qu'en Californie, vous avez les penseurs qui ont des idées, qui ont fait des MBA, qui inventent des choses, et puis derrière, ils laissaient les Asiatiques fabriquer des trucs. Le problème, c'est que aujourd'hui, en fait, les fabricants TSMC, par exemple, Taiwan Semiconductor, ils font des puces sur 2 nanomètres. La différence entre la distance qu'il y a entre 2 transistors sur leur puce aujourd'hui, c'est 7 atomes. C'est-à-dire que c'est un niveau de précision qui fait qu'il faudrait investir des centaines de milliards de dollars pour arriver à répliquer une qualité pareille. Et donc cette boîte-là, moi je pense qu'elle vaudra plus cher que Nvidia dans quelques années. On fait un petit pari d'un resto, si vous voulez. Parce que Nvidia, c'est une boîte exceptionnelle. Hein. Mais Nvidia, ils ont des concurrents. Ils ont des vrais concurrents, en Asie notamment. En Asie, il y a de la matière grise. Hein. Regardez les résultats aux Olympiades internationales de mathématiques. Ils nous écrasent complètement. Hein. Nous, on envoie nos majors de Polytechnique et de Normal Sup. Hein. Ils se font écraser par des Chinois. Donc les types, ils sont très, 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 très forts. Et ils vont trouver, Huawei. Nous, on a une boîte qui s'appelle Horizon Robotics, par exemple, qui fabrique des puces pour les voitures autonomes, parce que les robotaxis arrivent en Chine très rapidement. Ils sont en concurrence directe avec Nvidia. Et les Chinois disent ils sont plus très loin de Nvidia. Ils se rapprochent. Voilà. TSMC, ils n'ont pas de concurrent. Et on parle beaucoup des Mac 7 aux États-Unis. Nous, dans les émergents, on a nos Mac 3, les Mac 3, c'est-à-dire Taiwan Semiconductor, et puis Samsung Hynix qui fabrique le DRAM, la mémoire. La mémoire, on en a besoin beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui avec la demande à flamber avec l'intelligence artificielle. C'est énorme. Et c'est ça qui a tiré la Corée, puisque, en fait, la mémoire, les produits de HBM, les produits les plus sophistiqués, High Bandwidth Memory, qui sont achetés par Nvidia pour fabriquer leurs puces pour utilisées pour l'intelligence artificielle, sont fabriqués à 100% aujourd'hui par les Coréens. C'est uniquement pour ça que le marché coréen a flambé. Vous avez 2 boîtes, Samsung et Hynix, qui ont des marges. Hynix a publié ce matin leurs résultats en Corée, vous voyez, donc ça tombe bien. Ils ont 72% de marge. Les prix de l'énergie, c'est 2% à peu près de leur prix. Donc on peut avoir une crise énergétique en Iran, avec la guerre en Iran, machin, ils s'en foutent. Leurs marges descendront à 70%. Et c'est impossible à répliquer. Impossible. C'est un processus, la mémoire, la fabrication de la mémoire, il y a 700 sous-process. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement chacun des sous-process, vous n'arriverez pas à fabriquer un produit qui sera satisfaisant pour Nvidia. Donc, c'est la revanche de l'actif tangible, des gens qui fabriquent les choses. C'est la revanche des commodities aussi, le cuivre, le lithium, tout ça. C'est pour ça que l'Amérique latine cartonne aussi. L'Afrique du Sud. Donc c'est un peu, c'est pour ça que les émergents aujourd'hui, il y a plusieurs drivers. Il y a l'intelligence artificielle, c'est à peu près, la tech, c'est 40% quasiment de l'indice, avec des vrais vainqueurs. Les Mac 3 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 1/4 de l'indice. 1/4. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, ce qui était important, c'était les élections en Turquie, le prix du pétrole pour savoir si Gazprom allait monter, machin. Aujourd'hui, là, il y a les résultats de Hynix ce matin, le conference call de Hynix, les indications qu'ils vont mettre sur leur guidance font bouger le marché, mais beaucoup, beaucoup plus que même ce qui se passe en Iran. Les marchés émergents ont
pratiquement pas baissé, alors qu'on a un choc pétrolier depuis 2 mois. Vous voyez, donc les choses, ça c'est voilà. Donc il y a l'intelligence artificielle, il y a les matières premières, et puis il y a une amélioration politique. Aussi, une des raisons pour lesquelles les émergents, comme le faisait remarquer Axel tout à l'heure, ont mal performé, c'est que c'était des pays qui étaient dirigés par des hommes politiques qui faisaient tout pour flinguer les marchés. Ouais. À se demander si c'était fait exprès. Bon, on a entendu avec le président chinois qui a changé un peu d'avis là-dessus. Avec, tout à fait. Et le président coréen aussi, qui a été élu l'année dernière en mai, dans son discours inaugural, son premier discours, alors qu'il est censé être socialiste, il dit « Je veux le KOSPI à 5000 ». Comme quoi ? Comme quoi, voilà, c'est pas François Hollande qui aurait fait ça en 2012. Je veux le CAC à 8000, non ? Non, et voilà, exactement. Parce que le KOSPI, c'est le CAC 40, l'équivalent coréen. C'est pour ça que je réexplique. Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que quand il a dit ça, le KOSPI était à 2600. 6 mois plus tard, il était à 5000. Donc il était tout fier. Il a dit « J'ai réussi ». Alors évidemment, il y est pour rien. C'est uniquement parce que le prix du dirham est passé de 1,50 $ à 28 $. C'est tout. Ça aide. Ça aide. Et de notre côté, Axel, quand on parle des marchés émergents aux clients, est-ce que c'est une source aussi de diversification sur la poche action ? Bon alors, à l'époque, oui, aujourd'hui, non. Parce qu'à l'époque, tu avais des pays qui étaient un peu décorrélés. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est OK, je suis sur les pays émergents, donc je suis un peu décorrélé de la location classique, où aujourd'hui, tout le monde est sur les GAFAM, enfin sur la tech américaine, sur l'IA, ou sur le MSCI World, effectivement, tu as 5 ou 6 valeurs qui font un quart de l'indice, hein, donc les 7 magnifiques. Sauf que, comme vient de dire Xavier, c'est qu'aujourd'hui, si tu investis sur des pays émergents comme Taïwan, comme la Corée, tu es directement lié aussi à l'IA. Donc en fait, tu es quand même décorrélé d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue sectoriel, en fait, tu es aussi sur l'IA. Donc historiquement, oui, on est quand même un peu décorrélé, je pense aussi un peu avec d'autres pays, mais c'est mineur, quoi. Je pense que tu as le Brésil, tu as 5% à peu près dans les allocations. C'est mineur, mais aujourd'hui, on va pas se mentir, tout est drivé par l'IA. Donc même si géographiquement, on est décorrélé, d'un point de vue sectoriel, on est 100% IA. Quasiment. Et OK, on rappelle aussi que c'est un investissement long terme, je suppose. Ça reste des actions. Et en plus, c'est encore plus vrai que les autres secteurs, parce qu'on voit que les chocs sont assez violents. On l'a vu d'ailleurs avec la Chine en 2018, où tu perds 50% en quelques temps. Ce n'est pas tous les indices qui font ça. Et qui met du temps à remonter. D'ailleurs, la Chine, je crois que tu étais à 30 000 points en 2007 à peu près. Aujourd'hui, tu es à quoi, 26, 27 ? Ça veut dire que même si tu investis sur le long terme, ça ne te garantit pas de gagner de l'argent. Donc c'est comme une action, comme quand tu achètes un ETF américain ou un fonds européen. Ça reste du très long terme. Mais c'est encore, on va dire, plus vrai parce que c'est encore plus volatile parfois que certains marchés, comme le KOSPI qui fait 150% en un an, quoi. Donc c'est super à la hausse. Par contre, le premier jour du conflit en Iran, il a fait moins 15, je crois, la journée. Donc ça reste quand même des marchés qui sont volatiles. Donc à y aller, mais voilà, pas mettre tout dessus non plus. OK. Et dans les poches de nos clients, la plupart du temps, les marchés émergents représentent quel pourcentage ? Nous, on aime bien mettre depuis 2 ans 15 à 20% sur la partie action ou diversifier sur la partie US, la partie européenne et la partie émergente, avec un peu d'autres secteurs comme les matières premières ou les small mid cap, mais ça représente environ 15 à 20%. OK, très intéressant. Xavier, c'est important, on parle toujours de rendement, de performance, il faut aussi rappeler les risques quand on investit sur les marchés émergents. Axel l'a très vite rapidement dit sur la Corée qui peut faire moins 15 dans une journée ou autre. Quels sont les risques à connaître quand on parle des marchés émergents ? Je dirais que le seul vrai risque qu'on ne peut pas couvrir aujourd'hui, c'est des tensions à Taïwan. Parce qu'il y a des grosses tensions entre la Chine et Taïwan. Voilà, bon, pendant 2 ans, on est tranquille parce qu'il y a l'élection présidentielle dans 2 ans à Taïwan. Et la candidate Cheng, là, qui sera sans doute la candidate du parti Kuomintang, qui est le parti proche de la Chine, est plutôt très populaire. Donc si elle gagne l'élection, de toute manière, Taïwan se réintégrera à la Chine d'une manière a priori pacifique. Et on aura une situation un peu comparable à Hong Kong. À Hong Kong, vous savez, en 1997, les Chinois ont récupéré Hong Kong. Et ça s'est très bien passé. Et il y a eu des périodes difficiles, comme la révolution des parapluies il y a 6 ans, où les gens n'étaient pas contents, en disant on a perdu en liberté d'expression, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, Hong Kong cartonne. C'est l'endroit qui boom. Il y a plus d'introductions en bourse à Hong Kong qu'aux États-Unis. Il y a un pipeline de 400 introductions en bourse et placements à Hong Kong. Les avocats, les banquiers, les commerçants dans l'immobilier, tout cartonne aujourd'hui à Hong Kong. Donc voilà, il se passera la même chose à Taïwan. Il peut y avoir des difficultés si, en revanche, le candidat plutôt un peu plus hostile à la Chine gagne. Voilà, a priori, une guerre est très très peu probable. Ça paraît un peu absurde comme guerre, ce serait autodestructeur pour les 2 pays. Les jeunes Taïwanais qui ont votre âge, j'allais dire qui ont notre âge, mais qui ont votre âge, aujourd'hui n'ont aucune envie de faire la guerre. Ils bossent tous, quasiment tous en Chine. Enfin, ils ont du business en Chine. À part Taïwan Semiconductor, quasiment toutes les entreprises taïwanaises font tout fabriquer en Chine. Bon. Donc, il y aura une solution qui passera par des phases de tension. Voilà. C'est le principal risque. Sinon, les autres risques,
les vieux risques habituels des élections, machin, sont plus très graves parce que le Brésil, par exemple, on va avoir Lula contre Bolsonaro cette année. Bon, le Brésil, c'est 5% de l'indice. Bon, puis ni Lula ni Bolsonaro va flinguer le Brésil. Voilà, même la Russie, hein, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, bah, la Russie a disparu, mais c'était 4% des indices. C'est des petits pays. Aujourd'hui, les gros pays, la Corée, il n'y a pas de risque politique. L'Inde, il n'y a pas de risque politique. Donc, et puis sur l'IA, il y a des gagnants et des perdants. Donc la révolution industrielle de l'IA a créé des gagnants dont on a parlé. Elle crée des perdants, notamment l'Inde, qui exportait beaucoup qui avait beaucoup de revenus sur les services de tech, Infosys, Tata Consulting Services, qui étaient des gros poids des indices, et qui a des millions et des millions d'emplois qui en sont dépendants. Ces emplois sont menacés par l'IA. Donc il y a des gagnants et des perdants, mais en général, ça se balance en fait. Ça va se compenser. Quand il y a un choc pétrolier, bah, c'est super pour l'Amérique latine, c'est pas bon pour l'Inde et la Turquie. Voilà, ça. Donc c'est pas, je dirais qu'à part le risque taïwanais, je dirais qu'aujourd'hui la classe d'actifs n'est pas spécialement plus risquée. Surtout que les balances courantes des pays émergents sont très très favorables. Aujourd'hui, elles sont très solides. C'est pas, il y a eu une crise dans les années 90, mais à l'époque, les pays avaient des gros déficits et surtout ils avaient de la dette en dollars. Aujourd'hui, la dette, elle est dans la devise locale. Donc, s'il y a un pays qui a des difficultés et que les gens sortent leur argent du pays, vous n'allez pas avoir de crise de balance de paiement comme dans les années 90. Il reste, les seuls pays qui ont de la dette en dollars, c'est l'Argentine. Donc, c'est pour ça que l'Argentine... Un gros paquet d'ailleurs récemment. Oui, mais l'Argentine, attention, l'Argentine aujourd'hui a un surplus dans ses comptes fiscaux. Hein. Moi, le dernier budget équilibré en France, c'était l'année de ma naissance. Oui, donc voilà. Merci Jérémy de faire remarquer que ça date. Tu nous as dit qu'il y avait 20 ans de carrière chez Carmignac. Voilà. Donc il n'y a que l'Argentine et le Moyen-Orient, bien sûr, parce qu'ils exportent du pétrole en dollars, ils ont de la dette en dollars. Mais voilà. Donc globalement, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu moins risqué que par le passé. Et de ton côté, comment tu gères en tant que gérant ce risque au final? Quelle est la gestion d'un gérant sur ces risques-là? Sachant qu'il n'y en a qu'un au final que tu as identifié de ton côté. Il y en a un réel risque. Qu'on ne peut pas couvrir, Okay. mais le reste, on a, dans Carmignac Émergent, la plupart des boîtes qu'on a ont un très bon profil de cash flow. C'est pas des boîtes endettées. Sur notre top 10, il y a 7 boîtes qui ont un bilan positif en cash, c'est-à-dire qui ont une dette nette négative. Donc on achète des boîtes qui ont des bilans très solides. TSMC, Samsung, Hynix, par exemple, sont des boîtes qui investissent beaucoup, mais qui ont tellement de profits qu'en fait, elles ont beaucoup de net cash. Elles n'ont pas de dette. Et donc, on investit dans des boîtes qui crachent du cash flow, qui n'ont pas de dette, ce qui fait que le portefeuille, quand il y a des crises économiques importantes, réagit beaucoup mieux en général. Enfin, il baisse beaucoup moins. Dans les 5 derniers baisses de marché, il y en a 4 fois sur 5, on a réussi à sous-performer. Voilà. Okay. Bon, bah ça, c'est intéressant de maîtriser le risque. C'est ce qu'on fait nous aussi en tant qu'allocation d'actifs d'un point de vue général, mais c'est toujours intéressant de savoir comment toi tu fais. Pourquoi certains investisseurs sont déçus par le passé, Axel? Pourquoi les marchés émergents, ils ont déçu la plupart des investisseurs sur les quelques dernières années? Ça, c'est ceux qui ont investi sur la Chine. Okay. Parce qu'en fait, ça dépend de quand tu as investi. C'est encore plus vrai pour la Chine. Et puis, pour certains, effectivement, à l'époque, marché émergent, c'était que la Chine. Le reste, on s'en foutait, c'était un peu que la Chine. Et comme je disais tout à l'heure, déjà en 2007, tu investis le Hang Seng à 30 000 points. Aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Donc, en fait, tu n'as pas retrouvé ton prix d'achat, voire tu as peut-être fait x2, x3 selon le moment où tu as vendu. Tu as acheté avant 2018, c'est pareil. Hein, tu pouvais te retrouver à ne pas gagner pendant quelques années. Donc, il y en a on en connaît d'ailleurs tous les deux, qui avaient beaucoup misé sur la Chine à l'époque et du coup, qui a perdu beaucoup parce que le marché était effondré. Donc, c'est surtout du fait que la Chine, ça a sous-performé sur une certaine période, même si au final, ceux qui se sont accrochés jusqu'au bout, sur les 2 dernières années, ça a bien remonté. Après, de l'autre côté, tu as ceux qui ne sont pas déçus, qui sont plutôt très envieux, ceux qui sont entrés récemment sur les marchés émergents, ou qui sont entrés sur le Kospi il y a 1 an et ils voient 150%, du coup, ils veulent faire all-in sur le Kospi. Donc, d'un côté, il y en a qui ont été dégoûtés parce qu'ils ont eu des mauvaises performances en étant majoritairement sur la Chine. Et de l'autre côté, tu as une nouvelle génération d'investisseurs qui sont plutôt bullish sur la partie émergente. Ça, c'est dangereux aussi. Parce que, comme tu l'as rappelé, c'est pas parce que le Kospi a fait 150% l'année dernière qu'il va le refaire cette année et qu'il ne faut pas rester diversifié. Donc, tu as deux teams. Tu as ceux qui étaient sur la Chine et ceux qui sont rentrés plus récemment, ou alors sur l'Inde ou sur Taïwan il y a 7 ou 8 ans, qui sont plutôt très en faveur des marchés émergents et qui adorent en mettre dans les allocations. D'ailleurs, on a des clients qui en demandent beaucoup. Ok. Et Xavier, dernière question pour donner envie aux personnes de comprendre ce que c'est et pourquoi pas d'aller sur les marchés émergents par la suite.
qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il ne faut pas ignorer cette classe d'actifs? C'est la majorité de la population mondiale, c'est la majorité de la croissance économique mondiale. Et puis, vous avez tout dans les pays émergents. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a du monde, mais il y a des matières premières. Le pétrole est essentiellement dans les pays émergents, l'énergie, toutes les matières premières dont la demande a flambé du fait de la révolution des voitures électriques avec les batteries, ou même d'ailleurs l'intelligence artificielle qui est très dévoreuse de matières premières. Toutes ces matières premières, elles sont dans les pays émergents. Et puis vous avez le cerveau aussi. Vous avez des gens très très brillants. Regardez le classement PISA de l'éducation. Moi, j'en parle souvent parce que je suis très fier de mon fils. Il était rentré premier à Polytechnique. Il avait été premier au concours général en physique, médaille d'or aux Olympiades de mathématiques. Et donc, c'est pas un rigolo. Il me dit, en fait, papa, alors que là, il est à Polytechnique aujourd'hui, il me dit, en Chine, il y a des milliers... Il est né en 2004. Il me dit, dans la génération des 2004, dans les concours de maths qu'il avait fait, il dit, papa, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont meilleures que nous. Quand il dit nous, il parle des meilleurs Français. Donc vous avez le cerveau, les matières premières, le monde émergent il est autosuffisant aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs malheureusement avec l'alliance Russie-Iran-Chine, on voit la force qu'ils ont. Ils sont très très forts parce qu'ils sont autosuffisants. La Chine aujourd'hui, ils ont plus de la moitié de leurs exportations qui sont vers d'autres pays émergents. Ils sont plus dépendants des États-Unis. Quand Trump a dit on va flinguer l'économie chinoise avec des tarifs très élevés, ça n'a pas marché. D'abord, la Chine a répliqué avec les terres rares, ce qui fait que Trump s'est ridiculisé, il est obligé de faire un virage à 180 degrés. Bon, il a l'habitude, mais bon. Voilà, il s'est complètement ridiculisé. Et le surplus de la balance commerciale chinoise, depuis l'élection de Trump, a fait que flamber. On a atteint un nouveau record l'année dernière avec 1200 milliards de dollars. C'est énorme. C'était le 100 milliards par mois. C'était jamais arrivé. Donc, de toute manière, aujourd'hui, ils sont très, très forts. Ils sont très forts, ils sont autosuffisants. Ça donne envie en tout cas. Voilà. Axel, pour rappeler aux personnes de ne pas forcément investir tout de suite sur le marché émergent, comment on fait, pour qui ça s'adresse, comment et quand? Alors, tous ceux qui veulent investir en action, nous, on conseille effectivement d'aller sur le marché émergent. Généralement, stratégie action qui est valable pour le marché émergent, pour tous les autres marchés, c'est de rentrer progressivement. De ne pas faire all-in parce que le marché a fait plus de 50% il y a 2 semaines, c'est de rentrer progressivement. Se dire, OK, on rentre aujourd'hui et on va soit rentrer mensuellement avec du DCA où on verse 500, 1000, 2000 euros par mois en fonction de ses capacités, ou alors en arbitrage progressif. C'est-à-dire aujourd'hui, je rentre à hauteur, je sais pas, 20-30% sur les marchés et je vais arbitrer peut-être 1, 2, 3, 4% de mon contrat qui est sur du fonds euro, d'autres actifs moins volatiles, l'obligataire, sur ces marchés-là. Parce que, encore une fois, ça dépend quand tu rentres sur le marché. Si tu étais rentré all-in sur la Chine avant 2018, c'est dommage, tu faisais moins 50 directement. Alors que si tu étais rentré progressivement, tu avais plus de chances. Après, bien sûr, si on regarde les stats, historiquement, c'est mieux de rentrer all-in sur un marché qui est haussier dans la majorité des cas. Mais nous, on préfère rentrer progressivement parce qu'il ne faut pas sous-estimer les biais comportementaux qu'on connaît, où le client va paniquer si jamais il voit que son contrat fait moins 15, moins 20, qu'il veut sécuriser, etc. Et là, c'est les pires décisions. Donc, dans la majorité des cas, rentrer progressivement. Ok, merci beaucoup Axel, merci beaucoup Xavier également. Merci Jérémy. Et merci surtout à vous d'être toujours aussi nombreux sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. On continue les épisodes avec les invités, des épisodes de qualité. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le marché émergent, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à commenter le contenu. Et si vous voulez aller plus loin, ce livre il est mieux dans vos mains que dans les miennes, c'est Construis ton patrimoine, ça parle d'actions, de finances, un peu des marchés émergents, mais surtout d'un point de vue général des actions. Merci beaucoup.